Bonjour. Dans ce cours, nous allons voir l'utilisation de l'outil choisi pour effectuer notre recherche. Alors, on va commencer par rédiger une équation de recherche. Donc, une fois l'outil choisi, c'est le moment de lancer la recherche. Alors, pour effectuer notre recherche, il est souvent nécessaire de combiner les mots-clés et des opérateurs et de former une équation de recherche. Alors les opérateurs booléens sont utilisés pour combiner des termes de recherche. Donc on met et, en anglais on dit and, et pour l'intersection, c'est-à-dire pour trouver le point commun ou la zone commune. On peut mettre ou, or en anglais, pour l'union. Et on peut mettre sauf, not en anglais, pour la différence. Alors voici un exemple. Pour cibler une recherche qui exclut la famille des guêpes de la famille des hyménoptères, on écrit quoi comme formule de recherche? Donc on va souligner la bonne réponse. Est-ce qu'on écrit hyménoptère et and guêpe, ou bien hyménoptère ou or guêpe, ou bien hyménoptère sauf not guêpe? Donc la bonne réponse c'est la troisième. Alors la troncature est un signe qui va remplacer une ou plusieurs lettres d'un mot. En général, elle est représentée par une astérisque. Alors on voit l'exemple. Donc on a mis hydro avec astérix qui peut être utilisé pour désigner hydrogène en anglais, ou bien hydrogène en français, ou bien le mot hydrogénation, ou bien hydrogenated en anglais, mais aussi pour hydrogéologie. Alors un joker wildcard, son rôle est de masquer, donc il va substituer un caractère pour n'importe lequel, à l'intérieur ou à la fin d'un mot. Il peut s'agir d'un point d'interrogation, ou d'un vide, ou d'un dièse. Alors voyons les exemples. Donc nous avons mis le mot franco-faux avec un point d'interrogation. Donc il peut nous donner deux possibilités, francophobe et francophone. Pour anesthésia, donc avec un vide, ça nous donne anesthésia avec E ou bien anesthésia avec AE. Alors maintenant nous allons parler des opérateurs de proximité. Alors ils permettent de trouver des mots qui se trouvent à une certaine distance l'un de l'autre. Attention, ils ne sont pas présents dans toutes les bases de données. Par exemple, sur Scopus, il existe deux opérateurs de proximité. Alors, WN within, qui indique la distance entre les mots, mais pas l'ordre des termes. Exemple, donc, journal W2 publishing ou journal et publishing doivent être séparés de deux mots ou moins, peu importe l'ordre. Deuxième opérateur de proximité, c'est le pre-n, precedes. Alors les termes doivent apparaître dans un certain ordre. Exemple, behavioral pre-tree disturbance, ou behavioral doit précéder disturbance de 3 mots maximum. Alors juste une remarque, donc attention, tous les outils n'ont pas la même syntaxe ni le même langage d'indexation. Ainsi, on ne les interroge pas tous de la même manière. Alors le choix des termes, la manière de les combiner, d'utiliser les parenthèses, les crochets, les opérateurs vont différer. Donc on n'improvise pas une recherche dans une base de données, on doit consulter les guides, l'aide, ou bien des tutoriels pour savoir comment l'interroger correctement. D'accord ? Maintenant, nous allons voir un exemple de recherche sur la base de données Embase. Donc, pour préparer sa recherche sur Embase, on va la mettre sur le Thesaurus M3. Alors, le Thesaurus M3 est spécialisé dans le domaine des sciences médicales et biomédicales.
Il est propre à Embase et contient plus de 75 000 descripteurs, dont 32 000 décrivent les médicaments ou des substances chimiques. Alors l'organisation sémantique du thésaurus M3, donc il est organisé selon des relations sémantiques. Donc lors de la construction du thésaurus, les mots de vocabulaire liés aux sciences médicales et biomédicales ont tout d'abord tous été identifiés. Donc ensuite, ces mots ont été organisés en fonction des concepts qu'ils représentent. Alors prenons l'exemple de deux termes. Donc on a associé deux termes, vitamine C et acide ascorbique, ont été placés ensemble car ils représentent le même concept. De même, le terme aspirine et acide acétylsalicylique ont également été regroupés ensemble, mais dans un autre paquet de termes qui représente un second concept. Alors pour chaque concept, un terme unique est retenu pour l'indexation. Donc ce sont les descripteurs, ou ce qu'on appelle en anglais preferred terms, les synonymes ou termes rejetés, c'est-à-dire les non-descripteurs, renvoient aux termes retenus lors de l'interrogation d'M3 par les utilisateurs. Alors ces synonymes sont parfois des termes plus spécifiques pour lesquels il n'y a pas eu création d'un concept M3 spécifique. Donc exemple, pour l'aspirine, le terme retenu, c'est-à-dire le descripteur ou bien preferred term, est acide acétylsalicylique. En anglais, on dit acetylsalicylic acid. Maintenant, nous allons parler de l'organisation hiérarchique sur le thésaurus M3. Les descripteurs M3 sont également divisés en 14 catégories. Alors, au fur et à mesure que l'on descend les niveaux de la hiérarchie du thésaurus, les termes sont de plus en plus précis. Donc cela va du général au plus spécifique ou bien au plus particulier. Alors je tiens à porter à votre connaissance qu'un descripteur peut appartenir à plusieurs arborescences. Exemple, Depressed Blood Pressure apparaît dans M3 sous Physical Disease by Anatomical Structure, mais également sous Physical Disease by Body Function. Alors dans la base de données Embase, les articles sont indexés avec le terme le plus spécifique. Par exemple, un article sur l'allergie à l'arachide ne sera pas indexé avec le descripteur allergie alimentaire ou bien food allergy, dans la mesure où il existe un terme plus précis qui est l'allergie à l'arachide ou bien peanut allergy. Maintenant, nous allons voir comment interroger Embase avec M3 et rechercher un terme sur M3. Alors sur la page d'accueil, on sélectionne M3 dans la barre des menus en haut à droite. Ensuite, la page permet alors de rechercher un mot-clé selon deux modes. Donc Find Term, nous entrons le terme recherché, ou bien Browse by Facet. L'arborescence du thésaurus est affichée et nous y naviguons jusqu'au terme souhaité. Maintenant, nous allons plutôt construire une équation de recherche. Alors, dans la base de données Embase, les opérateurs booléens, donc il est possible d'associer plusieurs descripteurs d'M3 à l'aide des opérateurs booléens AND, OR ou bien NOT. Alors les opérateurs de proximité qui sont généralement next et near permettent dans Embase de construire des requêtes précises en fonction de la proximité des termes recherchés. Alors les codes des champs, ils permettent en recherche en langage libre de préciser les champs, c'est-à-dire titre, auteur, mots-clés, etc., dans lesquels la recherche doit être menée. Alors les truncatures ou jokers, ils permettent d'éviter les ambiguïtés orthographiques
et de gérer les variantes de mots ayant un même radical. Alors, comment appliquer des filtres à sa recherche? Donc, certaines notions, comme l'âge ou le sexe d'un patient, par exemple, ne peuvent être traduites que par un preferred term d'entry ou par un qualificatif. Donc, il faut appliquer un filtre au résultat obtenu. Alors, les filtres apparaissent à gauche de la page de résultats une fois la recherche lancée. Certains filtres sont également accessibles en haut de la page de résultats. Alors il faut choisir le ou les filtres pertinents en cochant la case correspondante. Le nombre de références obtenues en appliquant le filtre est mentionné à droite. Il suffit ensuite de cliquer sur Apply pour mettre à jour les résultats. Alors comment visualiser les résultats? Lorsqu'une recherche a produit beaucoup de résultats, il faut maintenant opérer une première sélection en vue de ne garder que les documents qui apparaissent pertinents et fiables. Alors faire ce travail de sélection et de tri au cours de la recherche documentaire permet de ne pas imprimer ou enregistrer trop de documents. Alors juste une remarque, cela ne s'applique pas dans le cas d'une revue systématique, c'est-à-dire où il n'y a pas de sélection des articles lors de la recherche. Donc nous allons utiliser plusieurs critères de sélection comme la pertinence, la source du document, la réputation et l'affiliation de l'auteur, ainsi que l'actualité du contenu. Alors premièrement, la pertinence du contenu. Alors est-ce que le document va permettre de répondre à la question initiale? Il convient de se demander si le contenu aborde bien le sujet à traiter, si le type de données et le niveau de traitement de l'information sont ou non appropriés pour notre travail, et est-ce que le document il est de niveau académique. Donc nous pouvons consulter le titre de l'article, son résumé, ses mots-clés, ses éventuels tableaux ou graphiques ou schémas, son introduction, sa conclusion et le titre des sections. Deuxième critère, c'est la fiabilité des sources. Alors pour estimer cela, nous pouvons nous pencher sur l'éditeur. Alors qui publie la revue de laquelle provient l'article? Donc chercher l'université, l'organisme de recherche, l'association professionnelle. Alors, qui est le public cible de la revue? Est-ce qu'il s'agit d'un grand public ou d'un public académique spécifique? Est-ce que l'article est passé par un processus d'évaluation par les pairs? C'est-à-dire pour un article, il faut aller consulter le site de l'éditeur et consulter les sections qui expliquent leur mission, c'est-à-dire le public cible et le processus éditorial. Alors, lorsqu'il s'agit d'un livre, il faut aller consulter le site web de la maison d'édition et consulter leur mission. Pour un site web, qui est le responsable du site? Donc, on examine l'URL. Sur quel type de site la page est-elle hébergée? Donc, s'agit-il d'un site éducatif ou bien gouvernemental ou bien commercial? Alors, le site est-il bien structuré? Donc, s'agit-il d'une page personnelle ou d'un blog? Alors, les auteurs et leur affiliation. Ici, il faut s'interroger sur les compétences et la fonction des auteurs. Celles-ci doivent être clairement énoncées. Donc, ils doivent donner leur affiliation, leur titre universitaire. Alors, pour vérifier si ces personnes sont fiables, il faut aussi s'intéresser à leur notoriété via d'autres publications ou pages officielles ou pages personnelles. Donc, il faut connaître l'institution qui est à l'origine d'un document. Donc, on a dit que connaître une institution qui est à l'origine d'un document nous renseigne sur la fiabilité des informations.
Alors de la sorte, un organisme officiel ou un centre spécialisé sont supposés être des autorités plus crédibles qu'une personne inconnue qui diffuse des informations à titre individuel. Donc il faut consulter la fiche personnelle de l'auteur sur le site web de son établissement, sur Google, et chercher son nom dans les bases de données des bibliothèques de l'université ou bien sur Google Scholar. Mais aussi rechercher le nom de l'auteur dans des bases de données qui permettent la recherche par citation, comme Scopus, ou des recherches dans le texte intégral, c'est-à-dire pour trouver qui fait référence à cet auteur, et de considérer le facteur d'impact de la revue où est publié l'article. Donc pour un site internet, si l'auteur n'est pas une personne physique mais une organisation, il faut examiner ses missions et domaines d'expertise et d'examiner la visibilité et le niveau de consultation du site internet. Alors l'objectivité de l'information. Donc pour cela, il faut se poser les questions suivantes. Quelle semble être l'intention première de l'auteur? Donc s'agit-il d'éduquer, d'informer, ou bien donner son opinion, ou bien de vendre son produit, ou bien d'essayer de convaincre? Alors le langage utilisé est-il nuancé ou très tranché? Alors est-ce que l'auteur présente différents points de vue? Est-ce que l'information se compare-t-elle à d'autres sources sur le même sujet? Alors en parlant de l'actualité du contenu, cela nous indique que la date de publication est aussi un indicateur de la qualité de l'information. Malgré cela, la durée de vie d'une information est très variable d'un domaine à l'autre. Alors on doit se poser les questions dans la rubrique exactitude de l'information. Est-ce que le document comporte une bibliographie? Est-ce que la bibliographie est-elle sommaire ou importante? Y a-t-il des indices qui permettent de douter de la qualité du document, c'est-à-dire faute de grammaire, retracted article, ou bien formatage des références? Alors tous ces critères de pertinence nous indiquent sur la fiabilité des sources qu'on a exploitées pour rechercher l'information. Donc on va ensuite voir la partie exploitation des informations dans notre prochain cours. Alors je vous remercie pour votre attention.